David contre Goliath. Le faible qui vainc le fort. Le petit qui conquit l'immense. C'est une histoire qu'on connaît sans connaître. L'histoire du berger qui, armé de sa fronde et d'un caillou et aidé par la main de Dieu quand même, terrassa le géant philistin Goliath, ou Jalout pour nos amis musulmans, qui était grand de 6 coudées et 1 empan. Et cette histoire a été une grande inspiration pour beaucoup d'artistes et d'œuvres diverses et variées. Des peintures, des opéras, des films, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, des sculptures. Plein de sculptures. Et toutes représentant David, vainqueur de son combat contre l'adversité, posant fièrement avec son trophée. Toutes ? Mais non, une œuvre résiste encore et toujours au prévisible. Et on va en parler aujourd'hui. Salut les gens, c'est Bibir et bienvenue dans Parle-moi d'eux. Et aujourd'hui, on va parler du David de Michel-Ange. Alors, le David de Michel-Ange est une statue de marbre mesurant 517 cm de haut pour 199 cm de large. Ce qui fait que déjà on est sur de la bonne grosse statue. Elle représente David, fronde à la main, juste avant son combat contre Goliath. La statue se trouve actuellement dans la galerie de l'Académie de Florence et, premier fait, il existe 3 versions de cette statue. L'original, qui se trouve à l'Académie de Florence, et 2 copies. Une qui se trouve sur la place Seigneurie, en face du Palazzo Vecchio, et l'autre au centre Piazzale Michelangelo, toujours à Florence. Et la différence la plus notable avec tous les autres David est le choix de Michel-Ange de représenter David avant son combat plutôt qu'après sa victoire. Si au premier abord David semble détendu en se présentant sous un magnifique contrapposto, c'est-à-dire ce déhanché très marqué là dont on a parlé dans la vidéo sur la sculpture, la scène représentée expose pourtant un moment de calme avant la tempête, celui où le personnage se prépare physiquement et psychologiquement à la confrontation. Cette tension peut se ressentir dans la façon avec laquelle Michel-Ange a travaillé les détails de la main et du poignet mais aussi du cou. On peut voir les veines saillir et la contraction des muscles, la tension est vraiment palpable. Et cela se voit aussi dans le regard de David, rempli de défis et de détermination en visant sa cible. On sait déjà qui va gagner parce que c'est comme ça qu'on représente les héros avant les batailles. Sans deck, on dirait pas Sangoku ou Natsu avant leur combat. En une seule image, le sculpteur nous raconte une des histoires les plus racontées dans le monde, celle du gentil héros qui gagne contre le méchant. Et l'histoire de sa création, tout aussi belle que l'œuvre, ressemble au combat de David contre Goliath. Revenons donc au début de cette histoire. On est en 1464 et on passe commande auprès du sculpteur Agostino di Duccio. Son travail est simple. Il doit sculpter la figure d'un prophète, modèle Maxi Bestov pour la cathédrale Santa Maria del Fior à Florence. Elle doit prendre sa place entre 2 autres statues de prophètes. Et cette œuvre doit être la pièce maîtresse. Duccio y dit: Ok, no problemo. Go me chercher du marbre, je vais vous faire ça easy. Il va abandonner au bout de 3 ans, le boulot étant trop colossal pour lui. Il n'y arrive pas à cause du marbre qui réagit pas comme il devrait, c'est bizarre. Et le projet reste en stand-by pendant 10 ans. Et là, un sculpteur du nom d'Antonio Rosellino arrive et sort. Je vais vous le faire, votre prophète, moi. Avec mes frangins, on est tous sculpteurs, on connaît super bien notre boulot, vous allez voir, ça va pas traîner. Et il abandonne à son tour, mais lui il a une vraie excuse. Non, mais c'est votre marbre là aussi, il est pas assez compact, il est trop étroit. C'est pas fait pour ce que vous voulez faire là, c'est bien pour faire du gothique, mais pas pour faire du musculeux. Du coup, après ça, on va ranger le bloc de marbre dans l'atelier et on va pas y toucher pendant 40 ans. Et le 2 juillet 1501, le conseil en charge de l'aménagement de la cathédrale range un peu l'atelier et ils se disent: Bon, les gars, on a ce bloc de marbre là que personne n'a touché depuis 40 piges, il a été mal dégrossi, il est mal rangé, il prend la poussière, on fait quoi? Oh, moi je sais. On pourrait le redresser. Super, merci Michel d'avoir participé. Et on fait quoi de ton bloc une fois qu'il est redressé? Oh, on pourrait demander à quelqu'un de le finir, non? Doit bien avoir un mec capable de le faire. Moi j'ai bien l'idée de quelqu'un. C'est un petit jeune qui a déjà bossé pour la basilique Saint-Pierre à Rome. C'est lui qui a fait la Pietà, il faut dire que ça a plutôt de la gueule quand même. Et c'est comme ça que Michel-Ange fut désigné pour affronter ce bloc de marbre apparemment impossible à travailler. Le premier truc qu'il va faire, c'est ériger une structure en bois tout autour du bloc pour pouvoir bosser tranquille. Et il dévoilera l'œuvre terminée le 23 juin 1503. En 2-3 ans, Michel-Ange avait réussi là où les autres avaient échoué 40 ans plus tôt. Mais le David ça n'a pas été seulement un truc insurmontable. Il a été un symbole politique fort à Florence. On va remettre un peu de contexte. La ville de Florence, pendant 3 siècles, c'était aux Médicis.
Ça a commencé vers la fin des années 1300 et ça s'est terminé à la mort de la dernière de la lignée, Anne-Marie-Louise, en 1743. Petite parenthèse, parce que quand même je n'ai pas beaucoup parlé pendant cet épisode. À sa mort, elle lèguera tout le patrimoine accumulé par sa famille à Florence, à condition qu'aucun objet ne quitte la ville et que les collections soient ouvertes au public. Peu avant que le David soit sculpté, les Français profitent d'un dirigeant complètement à la ramasse, ne faisant rien pour son peuple et se mettant à dos à la fois les républicains et les religieux, et à l'époque l'État et la religion on peut dire que c'est presque pareil, donc pas vraiment un super move, pour installer un pouvoir à eux. Le dit dirigeant, Pierre II de son petit nom, accepte totalement la défaite et s'exile de la ville. Et c'est ici que la famille de Médicis se scinde en deux. La branche principale, qui va errer en Europe, tandis que l'autre branche s'alliera aux républicains et changera de nom pour devenir les Popolana, dirigés par Jean de Médicis. Le même Jean qui était le mari de Catherine Sforza. Et si tu vois pas ce que c'est, va voir la vidéo sur la Joconde. À ce moment-là, en gros, en Florence, c'est le bordel. On est vraiment fin année 1400, genre 1494-1495, et un moine plutôt apprécié du nom de Jérôme Savonarole négocie avec les Français pour laisser le pouvoir à un gouvernement théocratique, et ils acceptent. Et ce qui aura pour conséquence une dictature de la vertu. La voie à suivre est la morale chrétienne, point barre. Et évidemment, ça va pas le faire pendant longtemps. Au bout de 4 ans, le pape de l'époque, Alexandre VI, prend les choses en main, accuse Savonarole d'hérésie, l'enferme pendant 50 jours, puis le brûle en place publique. Ok, bon, ça c'est fait. Et à partir de là, Florence est complètement instable. Il y a bien un gars qui va tenter de redresser tout ça, vu qu'il avait pas mal bossé avec les Médicis, mais ça va être compliqué. Et en fait, c'est là que le David entre en scène. En 1504, il va remplacer le Judith de Donatello, qui avait été volé aux Médicis quand ils se sont fait bannir de la ville devant le Palazzo Vecchio. Et à partir de là, le David deviendra l'avatar de la détermination de la République florentine, la Virtus Florentina, l'image d'un bon gouvernement. Et franchement, je trouve que cette histoire, elle pète la classe. Qu'une œuvre puisse à la fois inspirer les gens, les rendre plus forts, plus courageux, que ça puisse galvaniser un peuple à ce point alors que sa fabrication même était dite impossible, je trouve ça trop cool. Et pour le coup, pour l'admirer, je pense que ça sera moins compliqué que la Joconde vu la taille du machin. Même avec un peu de monde autour, on doit pouvoir profiter de l'œuvre. Que ce soit l'original ou les copies, hein. Et toujours pareil, on vit dans une époque qui nous permet de profiter des œuvres, sans même bouger nos miches de notre fauteuil. Il y a juste à télécharger la photo et zoomer avec ses doigts. On a découvert aujourd'hui l'histoire d'une œuvre qui, d'une certaine façon, montre des similitudes entre le sujet représenté et le travail de l'artiste. L'acharnement dont a fait preuve Michel-Ange face à ce bloc de marbre si difficilement façonnable peut faire écho à celui du jeune berger face au géant. Mais leur détermination respective leur a permis de gagner ce combat qui semblait perdu aux yeux de tous. Et parfois l'art c'est ça, un combat entre l'artiste et la matière, un défi à relever, qu'il soit technique, historique ou politique. Et des fois comme ici l'œuvre devient un symbole. Celui d'une victoire, d'un renouveau ou encore d'un lieu. Mais ce qui semble de plus en plus évident, c'est que l'œuvre n'est jamais anodine et gratuite. Peu importe la forme qu'elle prend, elle aura toujours quelque chose à nous raconter. L'art serait-il donc politique ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire et mettre le petit pouce bleu des familles. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, le petit clic sur le bouton abonnement est toujours fortement apprécié. Et dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.